Bonjour Clémence Guettet. Bonjour. Bonjour. Députée de la France Insoumise du Val-de-Marne et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Après l'interception par l'armée israélienne au large de Gaza de l'équipage du Madeleine, dont font partie votre collègue Rima Hassan et la militante Greta Thunberg, Emmanuel Macron a appelé au retour dans les plus brefs délais des 6 ressortissants français qui étaient à bord du bateau. D'abord, quelles nouvelles disposez-vous ce matin de votre collègue Rima Hassan et du reste de l'équipage ? En réalité, très peu de nouvelles. On a des nouvelles par les avocats qui ont pu s'entretenir avec certains, voire avec toutes les personnes de l'équipage. Donc 12 personnes, 6 Français à bord, vous l'avez dit. Le consul de France, visiblement, n'était pas avec les autres consuls suédois des autres pays à l'aéroport. Donc la protection consulaire a pu être exercée. C'est ce que vient de dire le ministre des Affaires étrangères. Sans doute, en tout cas, ça avait été demandé par la France, annoncé par le Quai d'Orsay. Mais en tout cas, les familles n'avaient pas été informées par le consul, comme c'était le cas pourtant pour les autres familles. Et je veux le dire quand même en préambule, cette arrestation dont ils ont fait l'objet était vraiment absolument illégale. Et on voit à quel point Netanyahou, son gouvernement, s'assoit sur le droit international, que ce soit le respect du droit maritime, puisqu'a priori c'était dans les eaux internationales que cette arrestation a eu lieu. Et parce qu'aussi, cette flottille, elle avait pour but d'amener de l'aide humanitaire à Gaza. On va revenir sur la légalité ou pas de ce qui s'est passé hier, mais d'après notre correspondant sur place, Thibault Lefebvre, 7 des 12 militants n'ont pas accepté leur expulsion. 4 des 6 Français, dont Rima Hassan, ont refusé de signer le fameux document qui mène à l'expulsion du pays, d'Israël. Vous confirmez ça, que Rima Hassan... C'est aujourd'hui, à cet instant, ce sont les nouvelles qu'on a. Je vais me permettre d'être très prudente parce qu'évidemment, c'est quand même une situation compliquée et que, a priori, celles et ceux qui ne sont pas expulsés immédiatement sont en prison aujourd'hui, sont retenus dans une prison israélienne. Elles avaient la possibilité de l'éviter. Et donc, ce que nous savons à cette heure, c'est qu'ils n'auraient pas signé les documents. Ce que nous ne savons pas, c'est ce que contenaient ces documents. Et donc, en effet, a priori, certains d'entre eux attendent un conseil juridique avant de signer ces documents. Alors, on le but étant de toute façon de pouvoir regagner le sol français. De France en Israël qui nous disait ce document, il est très simple, c'est 3 lignes. Acceptez-vous d'être expulsé du territoire israélien. Est-ce que dans ces conditions, il y a une raison de refuser ? Je vous donne les nouvelles dont je dispose aujourd'hui. Je ne sais pas ce que contenaient ces documents. A priori, l'ambassadeur n'était pas sur place non plus. Non, mais il est certain. Les choses vont prendre quelques heures. Mais je veux juste dire une chose. Rima Hassan est eurodéputée. Elle n'a pas à être retenue aujourd'hui sur le sol israélien. Le gouvernement de Netanyahou, son armée, est allé les intercepter dans les eaux internationales. Gaza a le droit d'avoir de l'aide humanitaire. Ce bateau, il contenait des couches, du lait, des prothèses et des béquilles pour les enfants. Ce navire, il a pour but de bloquer, de briser ce blocus d'aide humanitaire parce qu'aujourd'hui, on a 2,2 millions de personnes qui sont menacées par la famine et qui sont menacées toutes les nuits par des bombardements. Il y a déjà plus de 15 000 enfants qui ont perdu la vie au minimum. Ce sont les chiffres de l'UNICEF. Sur le fond du sujet, sur cette crise humanitaire, tout le monde vous rejoint. Clémence Guettet, le président de la République lui-même, a parlé d'un scandale et d'une honte sur la situation humanitaire. Il était temps qu'il le dise, en effet, oui. Mais ça fait des mois que ça dure, ça fait des mois que le génocide. Mais c'est quand même intéressant ce qui se passe parce que vous savez très bien que cette flottille, elle est critiquée aussi, que la démarche est critiquée. Là, par exemple, ce matin, on apprend que Greta Thunberg, qui était aussi à bord du bateau, elle a décidé de signer le fameux document pour être expulsée. C'est pas le cas de Rima Hassan. Donc la question, c'est de savoir que fait Rima Hassan dans tout ça. Il y a aujourd'hui des gens qui ont réussi à avoir un conseil juridique, qui ont signé les documents et qui reprennent un avion très vite pour rentrer. Les autres devraient suivre. Nous alertons tout de même sur le fait que l'arrestation est illégale, le fait qu'elle soit en prison à ce moment-là est illégal. Nous espérons aussi, et c'est pour ça que je suis très prudente, qu'elle est bien traitée. Nous savons qu'ils ont été obligés de visionner des films. Nous ne savons pas quel type de violence psychologiques ont pu être menées à leur encontre. Donc je suis très prudente à ce moment-là. Je veux dire quand même que ça suscite, vous dites, cette flottille qui a été qualifiée de croisière s'amuse de manière absolument honteuse dans certains médias par des intervenants, ça suscite aussi beaucoup d'adhésion parce que je pense que les gens se disent, face au sentiment d'impuissance qu'on ressent pour beaucoup d'entre nous depuis 20 mois maintenant de génocide et de massacre à Gaza, des gens ont entrepris quelque chose. Je reprends encore les
de l'ambassadeur Eric Danon parce qu'ils ont essayé d'aller amener de l'aide aux Palestiniens, Palestiniennes. Et s'il y a un blocus qu'ils ont réussi à briser, c'est quand même le blocus, le silence médiatique sur ce qui se passe à Gaza. Ça nous permet d'en parler ce matin. Médiatique, on en parle beaucoup de ce qui se passe et notamment de la situation humanitaire. Mais il y a quand même des journalistes qui se sont plaints du fait que le traitement de la situation à Gaza n'était pas équivalent, par exemple, à celui de la situation en Ukraine. Je pense à des journalistes de France 3. Avec ce que disait tout à l'heure sur l'antenne de France Info, Eric Danon, l'ancien ambassadeur de France en Israël, il disait il y a quelque chose de condescendant vis-à-vis des Palestiniens quand il s'agit de leur dire ce blocus que vous n'êtes pas parvenus à briser depuis des années, nous on arrive avec un voilier et on va le briser. Voilà, ce sont ces mots. Est-ce qu'il n'y a pas une opération de communication? Vous vous rendez compte à quel point c'est choquant? Les éléments de langage là que vous reprenez de l'ambassadeur, c'est un élément de langage de l'ambassadeur israélien en l'occurrence. Il ne s'agit aucunement de condescendance vis-à-vis des Palestiniens, Palestiniennes qui sont enfermés dans la bande de Gaza, qui depuis des mois subissent les ordres d'évacuation, ont perdu leur domicile. 70% de la bande de Gaza, des infrastructures sont détruites, ils sont soumis à la famine. Nous essayons juste par une initiative que l'ONU a qualifiée de symboliquement puissante, de montrer à quel point Netanyahou, son gouvernement aujourd'hui, s'assoit sur le droit international, l'aide humanitaire, le fait que les gens ne meurent pas de faim quand il y a des bombardements, comme c'est le cas aujourd'hui à Gaza, c'est un droit. On n'a pas le droit d'affamer toute une population. Et l'ONU a dit aussi que Gaza était à ce jour l'endroit le plus affamé de la planète. Sur la réaction française à la France Insoumise, vous avez dénoncé le manque de courage d'Emmanuel Macron qui, on l'a dit encore hier, a lui-même accusé le gouvernement israélien d'une crise humanitaire scandaleuse et honteuse. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? Mais déjà, ça fait des mois que ça aurait pu être dit par la diplomatie française. Je vous rappelle quand même que en plusieurs mois, il y a eu une évolution très nette du discours de la Macronie, qui quand même au début a affirmé son soutien inconditionnel à Israël. Monsieur Haddad, qui à l'époque avait dit qu'il n'était pas pour un cessez-le-feu. Les choses ont bien évolué. Et donc aujourd'hui, en effet, il y a un alignement sur la position que nous tenons depuis le début, qui est de dire il faut un cessez-le-feu immédiat, les massacres ont trop duré, mais le gouvernement, Monsieur Macron en l'occurrence, a d'autres leviers en sa possession, qu'il n'utilise toujours pas, c'est-à-dire qu'il nous fait lanterner sur la reconnaissance de la Palestine. Peut-être que ça aura lieu au mois de juin dans une conférence de l'ONU, mais ça n'est pas exactement sûr encore. Nous aurions aimé que ce soit certain, alors que d'autres pays européens l'ont déjà fait. Nous pourrions faire des sanctions économiques sur Israël, nous pourrions suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Nous pourrions faire un embargo total sur les armes. Je rappelle quand même que la semaine dernière, c'est grâce au docker de Fos-sur-Mer qu'un cargo qui transporte des armes pour Israël n'a pas pu venir en France. Vous connaissez l'argument du ministère des Affaires étrangères, c'est que ces armes, elles sont amenées à être réexportées après être mais vous savez ce que je vais vous répondre aussi, c'est que ça n'est pas prouvé et qu'à vrai dire, nous savons que depuis des mois et des mois, des armes ont transité, au moins par la France. Et que ça, c'est un levier direct. Refuser de prendre part à ce conflit, refuser que la France ait la moindre implication dans le génocide qui est en cours. Nous, c'est la position que nous avons tenue, qui nous a d'ailleurs valu d'être insultés et calomniés. Aujourd'hui, beaucoup de forces politiques s'alignent là-dessus. Maintenant, je dis, nous avons des ressortissants qui, aujourd'hui, sont emprisonnés illégalement, qui sont en danger et dont nous devons exiger la libération et le retour immédiat, et la diplomatie française doit être évidemment en première ligne là-dessus. Et puis, ça a permis d'amener le sujet sur le manque d'aide humanitaire à Gaza, sur lequel la France là aussi peut agir. Un tout dernier mot sur ce dossier, puisqu'au moment où on se parle, il se trouve qu'on apprend l'existence d'une lettre de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, à Emmanuel Macron, dans laquelle il se dit favorable, Mahmoud Abbas, à la démilitarisation du Hamas, sans aucun rôle dans la gouvernance de Gaza. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens, dans le sens de la paix? J'apprends l'information puisque, comme vous le dites, nous la prenons en direct. Nous prenons toutes les initiatives émanant d'autorités, quelles qu'elles soient, qui vont dans le sens de négociation, qui vont dans le sens de cessation des massacres. Parce que ce que nous savons aujourd'hui à Gaza, c'est que les premières
touchés, les premières victimes, ce sont des civils, très largement, des enfants notamment, et des femmes. Et donc, évidemment, tout ce qui peut accélérer, on va dire, la cessation des bombardements, des frappes qui ont lieu encore aujourd'hui toutes les nuits, est bon à prendre. Et puis, la France, malheureusement, quand même, a été trop silencieuse depuis des mois, et elle a perdu, je pense, une part du rôle qu'elle aurait pu avoir dans la négociation, dans le fait d'améliorer le sort des Palestiniens. Sur la reconnaissance de l'État de Palestine, effectivement, qu'Emmanuel Macron a évoqué sous certaines conditions lors de la conférence à l'ONU avec l'Arabie Saoudite. Parmi les conditions, est-ce que vous le rejoignez sur le statut du Hamas à ce moment-là? Il faut que le Hamas effectivement dépose les armes et qu'en plus il n'ait plus de pouvoir dans la bande de Gaza. Là-dessus, vous le rejoignez? Nous disons que, évidemment, c'est ce que dit aussi Mahmoud Abbas là. Pour qu'il y ait une paix durable dans la région, il va falloir un cessez-le-feu immédiat qui tienne. On a bien vu que les différentes trêves n'ont pas tenu jusqu'ici et que les bombardements reprennent à la moindre occasion. Et il va falloir réunir les différents acteurs qui sont aujourd'hui engagés sur ce territoire. Mais sans le Hamas. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que vous pouvez me poser la question autant de fois que vous voulez, je vous apporterai la réponse que je souhaite. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que la France puisse retrouver un rôle diplomatique dans la région et que les tergiversations aujourd'hui d'Emmanuel Macron, à ce stade, nous l'ont fait perdre. Mais si on vous pose la question, c'est que si vous ne répondez pas, c'est qu'on entend que vous n'excluez pas que le Hamas prenne part. Non, c'est parce que ça me paraît prématuré et c'est parce que je pense que tous les acteurs qui aujourd'hui sont engagés sur le territoire doivent pouvoir prendre part à ces discussions si on veut que la paix soit durable. Voilà. Parce que... Y compris le Hamas, donc. Pardon ? Y compris le Hamas, donc. Aujourd'hui, c'est une autorité sur le territoire, oui. Ça ne l'est pas selon Mahmoud Abbas, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Oui, non, mais c'est pour ça que ça n'est pas moi qui ferai le périmètre des discussions, mais ce que je vous dis, c'est que si nous ne voulons pas que ce conflit, qui, je le rappelle quand même, tient du fait que Israël a colonisé, notamment la Cisjordanie, mais aussi la bande de Gaza, que les résolutions de l'ONU pour une solution à 2 États n'ont pas été suivies des faits. Aujourd'hui, nous savons qui prend part aux discussions. Le Hamas, aujourd'hui, prend part aux discussions. Et donc, il est certain que pour une paix durable, pour le retour des otages, pour la libération des prisonniers politiques palestiniens, il faut que le plus grand nombre possible d'acteurs prennent part à ces discussions. Et Clémence Guettet, vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée LFI du Val-de-Marne. On revient avec vous sur ces déclarations du ministre de l'économie ce week-end. Éric Lombard dit qu'il faut qu'on engage la baisse du nombre de fonctionnaires. Il parle du budget 2026. La masse salariale de l'État, souligne-t-il, a augmenté de 6,7% l'an dernier. Une solution originale que les néolibéraux ne nous avaient jamais proposé jusqu'ici. On rappelait ce chiffre sur France Info. Hausse de la population ces dernières années, 14%. Hausse du nombre de fonctionnaires, 23%. Ce chiffre-là, vous le contestez ou pas d'abord ? Je conteste pas vos chiffres. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans la fonction publique, il y a une précarisation qui est quand même croissante, un nombre de contractuels notamment qui est beaucoup plus important que par le passé, ce qui fait qu'il y a aussi un turnover extrêmement important. Et ce qu'il y a derrière ces chiffres-là, notamment, c'est des services publics pour les Français qui sont moins bien assurés qu'auparavant. On sait très bien que dans l'hôpital public, la situation est catastrophique. Je suis allée encore il y a peu de temps dans les urgences de Créteil, dans ma circonscription. Les soignants tiennent l'hôpital à bout de bras. Vraiment, c'est une catastrophe. Dans l'éducation nationale, les classes ferment, le métier d'enseignant n'est plus assez attractif parce que les enseignants sont mal rémunérés. Bref, dans la fonction publique, le ministre de l'économie il dit il faut tout réorganiser en fait. On n'a peut-être pas besoin d'autant de gens, mais il faut mieux s'organiser pour offrir un meilleur service public. Oui, non, mais ça c'est l'argument des partisans de l'austérité. Ils nous disent toujours on va pouvoir faire mieux avec moins de gens. Vous savez ce qu'on dit quand on vous entend parler d'austérité, il y a toujours des gens qui disent on ne peut pas parler d'austérité dans un pays qui dépense 57% de sa richesse nationale. Les dépenses publiques représentent 57% de la dépense nationale. Quand on a depuis 3 ans des budgets qui coupent entre 30 et 50 milliards d'euros chaque année dans le budget de l'État, vous pensez qu'on ne peut pas parler d'austérité ? Non, je vous donne l'argument qui est souvent... D'accord, mais moi je vous dis qu'il y a de l'austérité, une politique austéritaire dans notre pays qui est
totalement absurde, et en fait c'est le nœud de l'affaire, c'est le dogme macroniste qui empêche qu'on s'en prenne à la question des recettes, c'est-à-dire comment on trouve davantage d'argent, davantage d'argent en taxant les grands groupes et les milliardaires, en tout cas les plus riches de ce pays. Il y a des milliards à aller récupérer, et c'est d'ailleurs, en fait, on est en train de constater le résultat de leur choix budgétaire, c'est-à-dire ces génies qui nous font des leçons d'économie à longueur de temps, qui ont fait 1000 milliards de dettes supplémentaires, un quart de cette dette, ce sont les cadeaux fiscaux décidés par la Macronie, c'est-à-dire l'ISF, c'est-à-dire toutes ces réformes en faveur des ultra-riches qui, par ailleurs, n'ont pas produit d'effet sur le fait d'attirer davantage les investissements, si, quand même, les investissements étrangers, si. Il y a des investissements supplémentaires, mais pas à la hauteur, en tout cas, de ce qu'on compense par des aides publiques. Par exemple, les aides publiques aux entreprises, de 100 milliards par an. Et donc, en fait, on est en train de constater l'échec de cette politique, de cadeaux fiscaux absolument massifs qui ont été faits aux plus riches et aux très grands groupes. Et puis ensuite, Macron nous dit les Français vont payer la facture, il faudrait se serrer la ceinture, pourquoi pas augmenter la TVA, pourquoi pas des solutions qui sont totalement injustes. Vous savez, sur le volet fiscal, on est l'un des pays qui taxe le plus au monde. Mais pas tout le monde. Du coup, vous le savez ça aussi. En fait, de manière très très différente. C'est-à-dire que on taxe très fort les plus modestes, notamment par la TVA qui est une taxe mais un impôt qui touche tout le monde, voilà. Et puis l'impôt sur le revenu. Mais alors les plus riches, en fait, en proportion, ils sont très peu taxés. Ils vont très bien dans notre pays. D'ailleurs, les 500 ménages les plus riches ont doublé leur fortune depuis 2017. Je pense que personne n'a de souci à se faire pour eux. Par contre, les gens, ils galèrent. Les gens, ils galèrent parce que l'inflation, en plus, est passée par là et que ça devient difficile de se nourrir, ça devient difficile de bien vivre dans notre pays. Il y a eu des contributions exceptionnelles cette année. L'idée, là, du gouvernement, c'est de dire qu'il faut pérenne. Il faut pas exceptionnel. Que les plus riches et les grands groupes, ils participent à l'effort de notre nation. Sur le taxe d'avantage. Mais ils ne partiront pas. Ils ne partiront pas. Vous rendez-vous compte que si on leur taxe, par exemple, la taxe Zuckman, les 2%, il leur reste encore 3, 4, 5 bons pourcentages pour se faire des dividendes et de l'argent. Et on parle en millions d'euros. C'est-à-dire que moi, je ne comprends même pas ce qu'ils font de cet argent, ces gens. Donc, c'est une réalité qui nous dépasse et nous devons récupérer cet argent pour le bien commun, pour l'intérêt général, pour faire des services publics, pour que tout le monde aille à l'école, pour que tout le monde soit soigné correctement. Donc, on touche pas aux économies, on doit toucher aux recettes selon votre manière de faire. Alors, et il faut quand même dire pas. Je peux vous dire déjà, je connais la suite du film. Ils ne le feront pas. Ils vont nous dire c'est impossible, pas de hausse d'impôts, tout en nous faisant croire que c'est pour les ménages modestes qui parlent, mais en fait c'est pour les plus riches. Donc ils parlent pas de hausse d'impôts. Et donc il va falloir en fait faire des coupes budgétaires. Et puis nous proposerons de censurer ce gouvernement qui proposera un budget qui n'est pas celui qui aurait été décidé par les Français, parce que c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête des élections. Pendant qu'il y a une bataille politique à l'Assemblée nationale, le FMI lui réagit. Il regarde ce qui se passe en France. Surprise. Ouais, le FMI dit, le Fonds monétaire international, la situation n'est pas alarmante, mais les prochains mois seront critiques. Et il faudra faire prendre des décisions difficiles pour les Français, sans augmenter les impôts, mais en faisant des coupes budgétaires. Est-ce qu'on va laisser effectivement une instance supranationale décider à notre place, ou alors on est capable, nous Français, de décider entre nous? Mais si vous voulez, c'est pas qu'ils décident à notre place, c'est que les gouvernements qui se succèdent depuis quelques années maintenant en France, et notamment ceux choisis par M. Macron, sont complètement dans la même idéologie que celle qui est portée par le FMI. Donc c'est une croyance dans une forme économique qui aujourd'hui nous a montré son échec. Nous savons qu'il faudrait faire payer davantage les gens pour que le pouvoir d'achat redémarre, pour que l'activité redémarre, pour que le PIB augmente. Et aujourd'hui, il est fait exactement l'inverse. Donc on force les gens à travailler avec une réforme des retraites qui pousse l'âge. Ensuite, vous avez le taux de chômage qui augmente. Allons-y quand même sur les retraites. Un mot quand même parce que le Conseil d'orientation des retraites doit rendre son rapport annuel après-demain. La version définitive doit être validée dans quelques jours. Dans la version de travail qui a circulé avant le week-end, le Conseil d'orientation des retraites, paraît encourager le recul de l'âge de la retraite par rapport à d'autres options, notamment les hausses de cotisations. Ça vous surprend ? Ce qui me surprend, enfin ça me surprend pas vraiment à vrai dire, mais ce qui me surprend, c'est que dans ce rapport du corps, il y a une seule hypothèse qui est testée. Alors, ils parlent de 4 hypothèses, mais en effet, il y en a une qui est... Dans la version dont nous avons eu, en tout cas, écho jusqu'ici et dont nous avons pu discuter jusqu'ici. Il y a une seule version qui est celle dont vous
vous parlez, en effet, qui fait que nous travaillerions d'ici 2045 66 ans, il me semble, d'ici 2070, voilà, 67 ans. C'est une hypothèse qui est la seule qui est privilégiée par le corps, dont je rappelle, la présidence a quand même été reprise en main par un très proche d'Emmanuel Macron, alors que auparavant le corps était relativement critique. Vous ne faites plus confiance à cet organisme? En effet, ce changement de présidence, donc par un proche d'Emmanuel Macron, qui est celui notamment qui dirigeait la rédaction de son programme économique, ça nous paraît potentiellement un peu orienté. Nous allons voir les autres hypothèses. En tout cas, nous, c'est clair qu'on privilégierait d'autres hypothèses. Mais pourquoi? Parce que nous sommes attachés d'abord, de manière philosophique et principielle, au droit au repos, au droit à la réduction du temps de travail de manière générale, et notamment dans la vie, et que les gens partent à la retraite en bonne santé. Parce que quand on a beaucoup discuté de cette réforme passée en force la dernière fois par 49.3, nous avons prévenu que des gens allaient mourir avant de connaître l'âge de départ à la retraite. Ça, c'est la raison principale. Mais il y a aussi des raisons économiques très objectives. C'est que quand vous rallongez l'âge de départ à la retraite, vous augmentez le nombre de pathologies chroniques, vous augmentez le nombre d'accidents du travail, vous augmentez le nombre de personnes qui sont au chômage. Et in fine, tout ça n'a pas un bon effet sur l'économie. Donc même, y compris en termes très comptables, puisque c'est une langue qui a priori leur parle, il y aurait d'autres choix à faire. En termes comptables, il y a une question démographique, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une réalité démographique, où il y a de plus en plus de personnes au-delà de 60 ans et de moins en moins qui naissent actuellement. Oui, mais il y a aussi le facteur de productivité dans notre pays, qui, vous le savez, depuis 70, on est 3 fois plus productif aujourd'hui en France. Et il y a aussi le fait que dans ce rapport du corps, d'ailleurs, il démontre que la part des retraites dans le PIB va plutôt diminuer. Pour l'instant, on est à 14% de la richesse nationale, ce qui est plus que la moyenne européenne, qui est autour de 11%. Ça va arriver à 13% et quelques. Et donc, c'est pas cette question des dépenses qui est en jeu. Là aussi, c'est la question des retraites, des recettes, pardon. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un véritable dogme imposé par la Macronie, parce que là aussi, pourquoi on ne discute pas d'une hausse de cotisations sociales, par exemple sur les dividendes ou sur les très hauts salaires? Parce que ce serait, dit le corps, récessif. Voilà, on va clore ce débat parce qu'on a d'autres questions à vous poser plus politiques. Parce que l'ordre politique est récessif aussi sur cette question. Donc vous voyez qu'on pourrait peut-être essayer d'autres solutions. D'autres questions politique. On vient vraiment faire la politique. C'est donc Olivier Faure qui a été réélu à la tête du Parti Socialiste. Est-ce que vous l'avez félicité? Comment? Olivier Faure. Est-ce que je l'ai félicité? Oui. Non, pas spécialement. Je ne sais pas s'il est très satisfait de son congrès, parce que le Parti Socialiste apparaît d'abord un peu rabougri. Il y a moins de votants que la dernière fois. Et puis divisé en deux. Donc c'est quand même une situation qui va être difficile à manier pour lui. La seule chose sur laquelle ils étaient relativement tous d'accord, en tout cas, c'était sur le fait de ne plus vouloir travailler avec la France insoumise. Et du coup, vous êtes triste? Pour nous, les choses sont claires. Vous savez, j'ai d'autres motifs de tristesse que, en tout cas, les résultats du congrès du Parti Socialiste. Je vous pose la question parce qu'Olivier Faure, à la tête du Parti Socialiste, ça va compter notamment pour les municipales l'année prochaine, pour l'élection présidentielle. Allez-vous travailler avec les socialistes, oui ou non? Est-ce qu'il y a une envie de votre côté? En réalité, le congrès du PS ne change rien pour les municipales parce qu'ils avaient déjà dit ce sera au cas par cas, localement, etc. Nous avons des baronnies socialistes qui ont affronté le nouveau Front populaire et ses candidats au moment des dernières élections législatives. Donc les situations locales vont être sans doute variées, mais pour notre part... Il y aura un candidat insoumis devant chaque socialiste. On se prépare en tout cas à pouvoir présenter une liste dans chacune des villes du pays. Pourquoi? Pas par dogmatisme, mais pour pouvoir appliquer notre programme et pour pouvoir avoir des élus qui portent la voix d'un programme de rupture véritablement, avec des façons de faire aussi dans la gestion municipale qui ont pu être exercées auparavant, qui portent une voix aussi pour la bifurcation écologique locale. Vous savez, au niveau municipal, on peut faire beaucoup de choses pour les gamins, la cantine, pour mieux manger, pour mieux vivre tout simplement. Dernière question, Emmanuel Macron hier soir a affirmé que son souhait n'était pas qu'il y ait une nouvelle dissolution d'ici 2027. C'est votre souhait ou pas?
mais qui ne se privait pas de recourir à un outil constitutionnel. Donc nous verrons bien, de toute façon, on touche là au cœur de la Ve République et de ce qu'elle permet au président, c'est-à-dire de dissoudre sans consulter personne. C'est ce qu'il a fait l'année dernière. Résultat des courses, nous sommes repartis en campagne et il n'a pas respecté le résultat des urnes. Donc je pourrais vous dire, oui, je souhaite une dissolution parce que nous avons envie de faire campagne, nous avons envie de convaincre, nous avons envie d'avoir notre chance à l'Assemblée nationale et de pouvoir gouverner le pays. Le président de la République, aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait l'année dernière, peut encore ne pas respecter le résultat des urnes. Monsieur Bayrou, qui est en place aujourd'hui et qui ne va pas durer très longtemps parce que nous allons bien réussir à le censurer à un moment ou à un autre, est illégitime. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Clémence Guettet, députée LFI du Val-de-Marne, vice-présidente de l'Assemblée.